Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être présents aujourd'hui pour cette toute première édition de l'événement public numérique hors série. Je suis Caroline Demers, votre animatrice pour la prochaine heure et demie, et je fais partie de l'équipe du CECAN, le Centre québécois d'excellence numérique du ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et c'est d'ailleurs une première pour moi en animation. Je me suis portée volontaire pour animer ce webinaire dans le but de développer de nouvelles compétences. Et c'est un peu ce qu'on vous encourage à faire aujourd'hui. En collaboration avec l'Académie de la transformation numérique, le Secrétariat du Conseil du Trésor et l'École nationale d'administration publique, le CECAN vous propose ce webinaire qui se déroulera en 3 parties. Tout d'abord, nous assisterons à la conférence intitulée « Le goût d'apprendre en continu », présentée par l'Académie de la transformation numérique. Ensuite, nous réserverons du temps pour une période de questions. Oh, je suis désolée. Ensuite, les différents partenaires présenteront brièvement leur offre de service et finalement, on réservera du temps pour une période de questions. Je vous invite d'ailleurs à poser vos questions tout au long du webinaire dans l'onglet questions et réponses. Nous en sélectionnerons quelques-unes auxquelles les conférenciers et les partenaires répondront à la fin de la présentation. Mais avant de commencer, je souhaite laisser quelques minutes au directeur général du Centre québécois d'excellence numérique, M. Alexandre Poulain, qui vous en dira un peu plus sur ce nouveau concept de PN hors série. M. Poulain, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Caroline. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, merci, Caroline, de te porter volontaire dans ton développement de nouvelles compétences. Je sais que c'est jamais facile de parler dans un événement en direct. C'est toujours un stress, mais à date, chapeau à toi. Merci aux différents partenaires également qui vont nous proposer du contenu très, très, très intéressant. Donc, très fier de pouvoir participer aujourd'hui et de vous voir en si grand nombre, en fait, là, dans ce premier événement là, qui s'appelle l'événement public numérique hors série, le PN hors série en son plus court. Pour ceux qui savent ce qu'est le PN, ben, en fait, c'est la continuité. Ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des rendez-vous fréquents pour être capable justement d'avoir des lieux d'échange privilégiés. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est le PN, ben, en fait, notre PN, le dernier événement, s'est tenu lieu en février. C'est un événement qu'on tenait annuellement où justement l'objectif, c'est de valoriser l'initiative innovante de la fonction publique et d'avoir des partages d'informations et de connaissances. Donc, dans la section QNR, vous allez pouvoir voir le lien là, qui sera rendu disponible. Toutes les conférences, d'ailleurs, sont disponibles là, en second visionnement. Donc, vu l'engouement qu'on a eu à la dernière événement public numérique, et à chaque année, en fait, et à la demande de certains participants, on a décidé au Centre québécois d'excellence numérique, à la direction de la culture numérique, d'organiser ces événements-là dans le même objectif, puis de proposer des éléments et des moments formateurs tout au long de l'année. Donc, vous allez voir, là, différents événements vont avoir lieu au courant de cette année. Mais bref, je ne veux pas prendre plus de votre temps. Je vais laisser toute la place aujourd'hui à l'ensemble des intervenants. Donc, je vous laisse au bon soin de notre animatrice Caroline, nos conférenciers, puis je vous souhaite une expérience enrichissante, divertissante. Et bienvenue à notre premier webinaire hors série sur l'événement public numérique. Merci beaucoup pour ces bons mots, M. Poulain. Et sans plus attendre, je vous laisse entre les mains de M. Bastien Bouchard et Mathieu Clément. M. Bouchard est concepteur de formation en transformation numérique et M. Clément est recherchiste et formateur. Ils travaillent tous les deux à l'Académie de la transformation numérique. Messieurs, à vous la parole. Bonjour, bonjour tout le monde. Très grand plaisir de m'adresser à vous. Je suis certain que c'est la même chose pour Mathieu. Soyez certains que c'est un mode de diffusion auquel on n'est pas très habitué. Moi, je travaille en asynchrone toute l'année. En fait, on travaille sur des formations asynchrones très majoritairement, puis ça va être une exception aujourd'hui. Donc, c'est un plaisir de s'adresser à vous en mode synchrone. Mathieu, je vais te laisser continuer. Je vais partager l'écran de la présentation. Oui, bonjour. Merci Bastien pour la présentation. Mon nom est Mathieu Clément. Mais on a déjà une petite présentation de nos postes, mais également peut-être mentionner qu'on a une spécialisation, on a travaillé dans une formation qui s'appelait Développer une culture d'apprentissage, et c'est de là que vient notre expertise. On a été appelés à côtoyer différents professeurs, différents experts sur le sujet, et c'est ce qui nous amène un peu à vous présenter le contenu de
ce webinaire, mais avec une espèce de touche différente. Donc, si vous voulez éventuellement en savoir plus ou découvrir un autre pan de ce que pourrait être la culture d'apprentissage, on vous invitera à aller voir cette formation-là. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le webinaire ici présent. Bastien. Alors, oui, alors c'est le titre qui est proposé pour ce webinaire-là, la culture d'apprentissage pour mieux vivre le numérique. Et le sous-titre va probablement vous attirer votre curiosité. Apprivoiser la bête, on l'a choisi de manière un peu malicieuse pour amener une dimension, en fait, qu'on entend rarement à propos du numérique, parce qu'on parle toujours de la chose technique et on pense plus à des éléments techniques, à de la technologie qu'à une bête. Alors, vous allez voir que le même raisonnement s'applique aussi à notre angle d'approche du numérique. Donc, apprivoiser la bête, je vais vous expliquer dans quelques secondes pourquoi on a choisi ce titre-là. On va vous parler donc aujourd'hui de la bête. On va essayer de la définir un peu de manière succincte. Ensuite, du concept d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est apprendre? Ensuite, la culture. Qu'est-ce que c'est la culture de l'apprentissage et comment cultiver le goût d'apprendre? Et finalement, comment on peut étendre l'apprentissage à une dimension qui est plus collective, donc à l'intérieur d'une organisation notamment. Alors, si je vous dis, si je vous dis le numérique, c'est un peu une bête qui s'offre à nous, qui est devant nous. Quelle est votre attitude face à ça en général? C'est une question qu'on vous pose, on veut un peu briser la glace là-dessus. Donc, Mathieu va vous proposer un WooClap. Tout simplement, vous devez scanner le QR code qui est là ou tout simplement utiliser le lien qui est dans la conversation. Oui, donc, comme me disait mon collègue Bastien, tout au long de la présentation, à 3 ou 4 moments, on va vous appeler à interagir avec nous par des différents liens WooClap et différentes activités. Donc, si vous voulez vous prêter au jeu, ça serait extrêmement apprécié. Donc, vous n'avez qu'à scanner avec votre appareil photo le code QR à l'écran et vous allez être redirigé vers un simple questionnaire. Et déjà, je vois les réponses qui commencent à rentrer. Les gens commencent à répondre, à savoir qu'est-ce que c'est pour eux, comment ils perçoivent la bête numérique. Donc, est-ce que pour vous, c'est plus une perte de repères au travail, une mode sociétale passagère, des outils technologiques existants ou encore un changement anthropologique d'envergure? Les réponses commencent à affluer au même moment. On voit que le changement anthropologique d'envergure prend de la vitesse, Bastien. Donc, je ne sais pas si tu veux enchaîner là-dessus. Très bien, ben, je vais y aller tout simplement avec la première partie qui porte sur la bête. Donc, on est tout le monde, comme travailleurs, comme citoyens, on est en face d'un phénomène dont les contours sont un peu difficiles à déterminer, qui est numérique. Notre perception change avec le temps. On ne sait pas exactement où ça va aller dans les prochaines années, mais on sait tous que ça prend une place qui est assez énorme, à la fois, comme je disais, dans notre vie de travailleur et dans notre vie de citoyen. On est interpellé de toutes sortes de façons par rapport à ça. Et aujourd'hui, on voulait l'aborder d'une façon un peu différente de la façon dont on l'aborde habituellement. Vous voyez ce genre d'image-là, vous l'avez vu probablement des milliers de fois ou des centaines de fois dans des rapports de qui c'est KPMG ou encore IBM ou des trucs de chambre de commerce, par exemple. Bon, c'est souvent comme ça qu'on présente le numérique. Aujourd'hui, peut-être ça va être une déception pour certains, mais un soulagement pour d'autres, mais on va plutôt le présenter sous un angle profondément humain. Donc, et c'est d'ailleurs l'angle que l'ATN a choisi dans son traitement de la chose numérique, c'est vraiment un angle humain par le biais des phénomènes humains qui accompagnent le numérique. Alors, la première question à se poser, bien, évidemment, on parle du phénomène numérique. De quoi parle-t-on? Il y a quelques années, on parlait, vous vous rappelez, du tsunami numérique. Donc, le numérique était comme une immense vague qui allait nous engloutir tous. C'était un peu catastrophiste comme perception. Maintenant, on a parlé de tourbillon technologique. Donc, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Et si vous regardez ce graphique-là, il y en a une très belle illustration. Donc, comment il faut lire, tout simplement, c'est que si vous regardez dans les premières inventions à caractère technologique, comme par exemple les premières inventions depuis un siècle et demi,
Il y avait la toilette à chasse d'eau, qui a été une heureuse invention, évidemment. Mais regardez le rythme d'adoption de cette invention-là. Vous voyez qu'il se déroule sur plus de 100 ans pour une majorité de citoyens. Et plus vous allez vers la droite dans le graphique, plus il y a un tassement et des courbes qui deviennent en fait des droites presque verticales. Alors, regardez la tablette qui est au bout complètement à droite. C'est une droite presque verticale, c'est-à-dire qu'elle a été adoptée par plus de 60% des foyers américains, c'est une étude américaine, en l'espace de quelques années, dans l'espace d'à peu près 7 ans. Donc, on parle de tourbillon technologique, mais ça recouvre effectivement une réalité. Maintenant, quelles sont nos réactions par rapport à ça? Comme individu, on est face à ça, on sait que ça trouble notre monde, que ça change notre monde, et quelles sont nos réactions instinctives par rapport à ça? Évidemment, pour plusieurs, ça pourrait peut-être être une source d'anxiété. Là, je vous amène à un modèle qui a été développé concernant le stress par une personne, une experte en neurosciences qui s'appelle Sonia Lupien, qui a développé le modèle Ciné. Ce modèle-là définit en fait, propose plusieurs sources d'anxiété qui sont présentes, par exemple, dans notre environnement. Alors, elle parle de la perte de contrôle, le C pour perte de contrôle, I pour l'imprévisible, c'est un phénomène dont on peut difficilement prévoir le développement dans les prochaines années. La nouveauté, c'est quelque chose de nouveau auquel on n'a pas été confronté avant. Et finalement, et ça, je suis certain que ça attire votre curiosité, l'ego. C'est-à-dire comment ce phénomène-là dans lequel on est, ou les conditions qui viennent avec, viennent remettre en question notre propre façon de se voir, par exemple, au travail. Et comment ce phénomène-là peut affecter l'appréciation qu'on se fait de sa personne, de sa compétence en particulier. Donc, pensez par exemple aux milliers de personnes qui voient leurs tâches modifiées, leur rôle modifié à l'intérieur des organisations. Et il est évident que ça touche l'ego aussi. Alors, pourquoi je trouvais pertinent de présenter ce modèle-là? C'est que si vous collez le numérique dessus, vous voyez que ça correspond tout à fait à ce qu'on vit. Donc, il y a plein de facteurs dans le numérique qui peuvent amener une anxiété ou en tout cas une inquiétude par rapport à ce qui vient. Et bon, j'ai inscrit le complexe de Leonardo. Vous ne le trouverez pas dans un manuel de psychologie. C'est un peu une métaphore ad hoc. C'est qu'on se disait, par exemple, à l'heure actuelle, il y a tellement un foisonnement tellement important de la technologie. Est-ce qu'on pourrait être des Léonard de Vinci de notre époque? Et est-ce qu'on devrait tout savoir sur le numérique, par exemple? Tout ce qui sort à mesure, est-ce qu'on devrait être en mesure de maîtriser tout ce qui sort? Bien, la réponse, évidemment, c'est non, parce que c'est impossible de maîtriser. Donc, on n'est plus à l'époque de Leonardo de Vinci qui pouvait à la fois maîtriser les arts et les sciences, disons, du monde occidental. À partir de là, je vous propose une réflexion pour vous-même. Qu'est-ce que j'ai à craindre du numérique? Qu'est-ce que j'identifie là-dedans dans ces composantes-là qui me concernent vraiment? Et selon Mme Sonia Lupien, une très bonne façon de contrer les effets négatifs de l'anxiété, dans ce cas-là, de l'anxiété du numérique, c'est d'identifier ces composantes-là pour voir sur lesquelles on peut agir et décortiquer le problème. Une fois que cela s'est dit, merci Bastien, une fois que cela est dit, pour ceux d'entre vous qui avaient étudié en administration ou en marketing, vous allez reconnaître les 3 profils d'attitude des personnes face au changement. Donc, ici, en fait, les études en marketing ont tout fait d'identifier 3, disons, positions ou attitudes classiques des gens lorsqu'ils sont confrontés à un changement obligatoire. D'abord, les proactifs, donc ces gens-là qui sont favorables au changement, qui vont se positionner comme prescripteurs ou d'ambassadeurs. Je pense que c'est le terme que vous utilisez à l'intérieur de la fonction publique. Il y a les gens qui se mettent en position de passivité, c'est-à-dire ces personnes-là vont attendre de voir de quel côté va tomber. Est-ce que ça va être quelque chose de positif? Est-ce que ça va faciliter ma vie? Ou plutôt, est-ce que ça va amener des complications à mon travail? Et enfin, une troisième position que les gens sont appelés à prendre quand ils sont confrontés au changement, c'est celle d'opposants. Eh bien là, et plus précisément, les opposants qui se trouveraient être des opposants verbaux, donc qui s'opposent verbalement, qui en parlent à leurs collègues de dire écoutez, je ne suis pas convaincu que c'est une bonne chose, etc. Donc, par curiosité, je vous laisse un petit instant. Je vous invite à réfléchir à savoir, d'après vous, quelle est la répartition de ces profils-là? C'est-à-dire, combien de pourcentage sur 100 s'applique à chacun de ces profils-là? Et une petite seconde.
Merci, Bastien. Donc, on parle de ce modèle-là, on l'appelle la courbe normale de la résistance. Donc, vous l'aurez repéré, c'est-à-dire, on voit que, en fait, 10% des personnes sont identifiées comme proactives, 80% des personnes se positionnent en état de passivité et 10% en titre d'opposant. Ce qu'on veut dire, là où je veux en venir avec ça, c'est qu'il y a eu des études, disons une étude en particulier dans 2004 et réalisée par le Gartner Group qui a identifié que 50% des projets d'initiatives de changement informatique finissent par échouer ou à ne pas rencontrer les objectifs. Et il y a également une autre statistique qui est assez populaire dans le monde dans la littérature scientifique à ce sujet-là qui dit que 70% des projets de transformation finissent par échouer. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est normal d'être parfois sceptique, parfois d'être, disons, passif ou de ne pas être totalement dans l'engouement. Cependant, ce qu'on vous invite à faire et ce qu'on va vous inviter à faire tout au long du webinaire, ça va être d'essayer de développer une attitude positive, de vous ouvrir, disons, à ce changement-là par l'apprentissage. Donc, on y reviendra. Maintenant, une fois qu'on a dit qu'est-ce que c'était la bête, on l'a analysé sous différentes analogies, on a présenté l'adoption de différentes technologies dans le temps. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par transformation numérique? Qu'est-ce que c'est en fait? Bien, ici, je vous ai identifié 3 caractéristiques qu'on peut associer traditionnellement à ce que c'est une transformation numérique. D'abord, la dématérialisation. Ça, c'est assez clair. En clair, par exemple, un exemple concret est si vous prenez des feuilles papier dans des dossiers que vous avez et vous les transférez en les scannant vers le web, vous dématérialisez, le matériel passe de l'état de feuille à l'état d'octet sur votre ordinateur. Ensuite, la délocalisation, bien, encore une fois, c'est assez clair. Je pense que on est tous rendus un peu en télétravail, donc il n'y a plus d'attachement aux lieux physiques ou nécessairement à des structures physiques. On travaille également dans le nuage. Et enfin, la désintermédiation, qui est en fait de dire au niveau du modèle d'affaires, par exemple, si Netflix veut me proposer des contenus, je n'ai pas besoin de faire affaire avec un producteur qui rachète les contenus, un distributeur qui me distribue les contenus qui ont été achetés. En fait, c'est directement moi, le client, qui a accès au service. Donc, voici 3 caractéristiques, disons, classiques pour définir qu'est-ce que c'est cette transformation numérique-là. Maintenant, une fois que ça c'est dit, est-ce que le fait de dire j'ai numérisé, voilà, tous mes dossiers sont rendus dans le cloud, est-ce que ma transformation numérique est accomplie? En fait, non. Parce que, on y reviendra, mais en fait, la littérature identifie clairement que pour parler d'une transformation numérique réussie, il faut que ces processus-là, il faut que la mentalité de l'organisation change et précisément l'attitude des personnes au sein et les compétences que les personnes auront au sein de cette entreprise-là pour mettre en branle cette transformation. Donc, ça va être un peu le sujet de la formation tout au long de ce webinaire, si vous me passez l'expression. Adoption des technologies récentes. Eh bien, je vous présente ce graphique-là. C'est en fait une étude qui a été réalisée en partenariat avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Ce que je veux dire avec ce graphique-là, si vous le lisez, c'est que ça nous montre l'adoption de différentes technologies dans l'industrie manufacturière québécoise. Et parfois, peut-être, quand on pense à la bête numérique, on se dit, on est tellement poussé par la technologie, on a tendance à dire, coudonc, est-ce que je suis le seul qui est en retard? Est-ce que je devrais être en train d'utiliser ChatGPT à chaque jour? Est-ce que la lentille de données massives, c'est tout le monde fait ça, puis sauf moi, dans un certain sens, et ce qui peut contribuer au facteur de stress que Bastien nous décrivait? Eh bien, en fait, si on regarde dans les faits comment se traduit l'adoption de ces différentes technologies-là dans les industries manufacturières québécoises en 2021, on remarque que seulement, disons, 3% des entreprises manufacturières à droite valorisent la donnée massive, le big data, ou utilisent l'intelligence artificielle de manière efficiente, etc. Donc, autrement dit, cette slide-là, c'était pour un peu dédramatiser un peu ce tourbillon-là, puis le rendre un peu plus, disons, critique, mais tout en vous invitant encore une fois à dire, c'est pas une invitation à vous dire « asseyez-vous sur vos lauriers et ne développez aucune compétence ». C'est plutôt une invitation à dire « pas de panique, cependant, préparez-vous » parce que dans cette même étude-là, on remarque que 50% des personnes interrogées ont mentionné par la suite que ces technologies-là, ils estiment que d'ici 3 années, auront un impact majeur sur leur entreprise et leur modèle d'affaires. Donc, pas de panique, mais on se prépare. Maintenant, là, on vous parle de transformation numérique depuis déjà 5 à 10 minutes. Vous vous dites, coudonc, c'était pas un webinaire sur l'apprentissage. Pourquoi qu'il nous parle de transformation numérique, de technologie, d'adoption de technologie? Eh bien, c'est ici que, portez attention parce que c'est ici qu'on va attacher les fils ensemble. En fait, il y a une étude qui a été réalisée auprès des 1000 entreprises les plus, le Fortune 1000 américain, et ils ont demandé à
des hauts gestionnaires de ces entreprises-là, 125 d'entre eux, selon vous, quels sont les facteurs qui font que vous n'êtes pas totalement intégré technologiquement? Qu'est-ce qui fait dans votre entreprise que vous n'êtes pas une entreprise parfaitement intégrée? Et 92,2% d'entre eux, de ces personnes responsables des technologies, ont répondu les personnes, les processus de changement et l'expertise au niveau des compétences transversales. Et c'est un peu la position d'ATN et la position de ce webinaire de dire, quand on parle de transformation numérique et de transformation numérique réussie, on parle avant tout de personnes, de leurs compétences et de leur capacité de changement. Et pour le restant de la formation, je vous jure, on va laisser un peu de côté les technologies et on va se concentrer sur justement ces attitudes-là et ces compétences-là que vous pouvez acquérir pour mieux vous adapter aux changements qui sont à venir. Une proposition de défi. On a 3 ou 4 propositions pendant le webinaire. Vous savez, on est confronté à l'utilisation constante de logiciels, d'applications dans notre vie de travailleur. Et souvent, il y a des problèmes qu'on rencontre jour après jour et pour lesquels on trouve que, bon, la courbe d'apprentissage est désagréable, je ne vais pas mettre du temps là-dessus. Puis, c'est un problème, en fait, qu'on contourne plutôt que de le régler jour après jour. Alors, 2 petites suggestions aujourd'hui. Une première qui est de régler, de cibler, par exemple, un truc que vous faites plus ou moins bien en vous disant, il y a d'autres méthodes mieux que ça, de trouver la méthode, de l'améliorer puis de la régler. Il y a une multitude de ressources vidéo tellement spécifiques maintenant. Vous pouvez poser une question très spécifique sur comment faire exactement telle chose, dans tel contexte, et vous allez avoir la réponse. Donc, c'est une invitation à régler les petits problèmes techniques qui se posent à nous. Et la deuxième est d'approfondir un concept du numérique qui vous apparaît un peu aride. Le classique là-dedans, c'est la chaîne de blocs. Tout le monde en parle. Peu de personnes seraient probablement capables de l'expliquer à leur mère ou à leurs voisins ou à leurs collègues de travail. Donc, c'est une suggestion que je peux vous faire aujourd'hui. S'y mettre dans un concept un peu plus difficile, puis dire, OK, celui-là, j'ai assez lu dessus, je suis assez capable de l'expliquer à un proche. C'est toujours un bon test pour mesurer notre connaissance d'un sujet. Alors, tout ça nous amène à l'idée d'apprendre. Qu'est-ce qu'apprendre? Qu'est-ce qu'apprendre dans un contexte numérique? Mais qu'est-ce que l'apprentissage en particulier? Alors, je vais vous proposer tout d'abord une définition qui est celle d'un professeur de l'Université Laval de chez nous, qui définit l'apprentissage comme suit. Alors, c'est un processus interactif. On est en interaction avec un phénomène, une connaissance, etc., qui fait appel à la pensée critique et qui est facilité par un ensemble d'actions qui viennent de l'extérieur. Donc, pourquoi on dit qu'il fait appel à la pensée critique? C'est nous sommes des êtres qui raisonnons, qui réagissons par rapport à ce qui nous est présenté dans notre environnement. Donc, on a toujours une pensée critique par rapport à ce à quoi on est confronté et ce à quoi on se frotte dans l'apprentissage. Et cette pensée-là et ce processus-là est facilité par un ensemble d'actions qui viennent de l'extérieur. Donc, ces actions-là, finalement, vont former une espèce de contexte qui est plus ou moins favorable à l'apprentissage. Donc, vous comprenez tout de suite que si vous faites partie, par exemple, d'une organisation qui va vous guider dans votre apprentissage et vous proposer des défis spécifiques à relever, puis va vous fournir une rétroaction sur votre progrès là-dedans. Donc, je donne des exemples d'actions facilitantes. Bien, ça va contribuer considérablement à votre apprentissage. Monsieur Larose dit même, notre professeur dit même, professeur en éducation dit même, il n'y a pas d'apprentissage sans rétroaction. Donc, la rétroaction est extrêmement importante. Alors, c'est la façon dont on va définir l'apprentissage pour ce qui suit. Qu'est-ce que c'est maintenant apprendre dans un contexte de travail? On est tous passés par un cycle d'apprentissage par le biais de la formation traditionnelle. Donc, quand on a été dans une institution d'enseignement, on a fréquenté une institution d'enseignement. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte de travail? Lorsqu'on pose la question à des dirigeants d'entreprise, dans ce cas-ci, je crois que c'est 500 entreprises américaines toujours, les dirigeants identifient 3 sources. Ils identifient d'abord l'expérience et la pratique comme comptant pour 70% de l'apprentissage qu'on réalise dans un contexte de travail.
Ensuite, l'entourage des collègues et finalement, la formation traditionnelle. Évidemment, il y a quelque chose comme une évidence comme dans ces rapports-là entre les trois sources. Maintenant, il faut un peu prendre ça avec un grain de sel. C'est ce qu'on appelle le modèle 70-20-10 qui est souvent propagé à l'intérieur des entreprises, des organisations. Cependant, c'est un modèle qui ne repose pas sur des faits, des observations, des apprentissages, mais bien sur l'appréciation qu'en font les dirigeants des entreprises et des organisations, les gestionnaires des grandes entreprises. Donc, il faut aussi observer ça avec un œil critique, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que de dire que la majorité de l'apprentissage se fait par l'expérience et la pratique, ça ne pourrait pas être une excuse pour les organisations de se dégager de la formation traditionnelle et d'offrir un cadre qui finalement est peu favorable à l'apprentissage en restreignant les moments possibles d'apprentissage et les ressources pour les personnes. Donc, toujours garder, disons, une vision critique de ça. Donc, ça nous permet de faire la différence, pardon, excusez-moi, ça nous permet de faire la différence vraiment entre ce qui est de la formation traditionnelle qui s'effectue dans un cadre très défini et de l'apprentissage qu'on tire d'expériences qui sont de type informel dans un cadre qui est plus large, qui est plus libre. Parallèlement à ça, on peut certainement avancer que les buts d'apprentissage, je vous parlais tout à l'heure de formation traditionnelle, ne sont pas les mêmes qu'au travail. En particulier, la façon dont on voit nos objectifs va être très différente. Quand on est dans une formation traditionnelle avec une certification à la clé, on va avoir en tête un but d'apprentissage qui est au terme de cette certification. Donc, peut-être au bout de quelques mois ou souvent quelques années dans le cas d'un bac, par exemple. Tandis qu'au travail, nécessairement, on a des objectifs qui sont beaucoup plus immédiats, qui vont vraiment être des objectifs centrés sur la tâche qu'on a à accomplir et comment on peut améliorer notre façon de l'accomplir. Donc, des objectifs beaucoup plus immédiats, ce qui va avoir aussi un effet sur les formats de formation, les propositions de formation dans l'environnement. Alors, justement, en parlant des sources d'apprentissage dans notre environnement, il faut voir qu'on est dans un éclatement. On est dans une époque où il y a un éclatement de ces sources-là. Il y a un très grand nombre, un foisonnement d'institutions, d'entreprises qui sont dans l'apprentissage, dans le domaine de l'apprentissage. On en a mis quelques-unes ici, les plus connues, et vous nous excuserez d'avoir glissé l'ATN là-dedans. Il faut voir que ces sources-là, il y a eu un éclatement considérable ces dernières années. Et on peut se demander très bien comment on peut s'orienter là-dedans. Qu'est-ce qu'on doit privilégier là-dedans? Là-dessus, il y a un esprit, il faut garder un esprit critique par rapport à ce qui nous est offert, pour toutes sortes de raisons, notamment le fait que dans ce qui est offert, il y a beaucoup de formations qui sont, disons, qui sont indépendantes du contexte culturel dans lequel on est. Alors, si vous suivez une formation, par exemple, sur Coursera ou sur AWS Academy, vous pouvez penser que la même personne, une personne qui fait la tâche équivalente à la vôtre, à l'autre endroit du globe, va suivre exactement la même formation. Donc, c'est des formations qui sont par nature même indistinctes du contexte culturel dans lequel on opère. Culturel et organisationnel aussi. De la même façon, et c'est une autre difficulté par rapport à toutes ces sources-là, comment je fais pour identifier quelle est l'expertise qui est derrière la formation que je vais suivre? Donc, c'est une question qui est importante et c'est plus difficile que jamais d'identifier cette expertise-là. Est-ce que c'est un kidam qui a décidé de poster des trucs sur YouTube ou c'est vraiment un expert, par exemple, d'un sujet donné? Comment donc s'orienter là-dedans? Quelques idées pour démêler le bon grain de l'ivraie, ou en tout cas de déterminer qu'est-ce qui est le plus pertinent pour nous. D'abord, se poser la question de qui vient l'information. Je venais d'en parler, en fait, de qui vient l'information. Ça veut aussi dire quel est l'intérêt, quelle est la mission poursuivie par l'organisme qui est derrière ça. Donc, il est évident, par exemple, qu'une institution d'enseignement public n'a pas la même mission sociétale qu'une entreprise qui est là pour faire du profit.
Donc, ça va aussi se traduire par une certaine perspective, disons, des phénomènes qui sont enseignés dans une formation. Également, est-ce que cette formation-là m'apparaît logique? Est-ce que ce qui est présenté là m'apparaît logique? Donc, bon critère pour juger la qualité d'une formation. Est-ce qu'elle est plausible dans mon contexte? Est-ce qu'elle m'est utile? Est-ce que ça peut vraiment apporter un plus dans ce que je fais? Et est-ce qu'elle est applicable à mon échelle? Donc, ce sont de bonnes pistes pour identifier les formations les plus pertinentes. L'autre question qu'on peut se poser et qui est absolument fondamentale, vous savez qu'on parle énormément de compétences depuis plusieurs années, notamment de compétences transversales. Les grands organismes internationaux comme l'UNESCO, il y a un consensus là-dessus. Et on a tellement travaillé la question des compétences qu'on l'a décliné jusqu'à des compétences très spécifiques. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que d'accumuler toute une série de petites compétences spécifiques à coup de micro-learning, de formules comme du micro-learning à coup de 5 minutes, ça équivaut à une compétence qui est plus globale, qui va vous permettre d'interpréter les choses et de donner du sens aux choses, et qui ressemblerait plutôt à ça. Donc, voyez-vous, plutôt que d'un casse-tête où on accumule des petites choses et on les place chacune à leur place, une vision plus globale des compétences transversales et du sens qu'on donne à ça, ça ressemblerait plus à ce qui est à droite, avec des nodes qui permettent de lier avec le sens des différentes compétences qu'on acquiert. Alors, je vais vous donner un exemple de ce que ça veut dire, très concret, et je vous demanderai d'avoir beaucoup de compassion pour ce pauvre Charlot qui est, n'est-ce pas, pris dans une tranchée lors de la Première Guerre mondiale, qui a acquis la compétence qui lui permet de tenir un fusil bien droit de la bonne façon, qui a acquis la compétence qui lui permet de faire chauffer son repas dans sa gamelle, de panser une blessure, etc., etc. Mais ce pauvre Charlot n'a toujours aucune idée du sens de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il sait, vous savez, Charlot ne sait jamais pourquoi il est dans les situations dans lesquelles il se trouve. Donc, c'est vraiment le piège des compétences trop spécifiques qui ne sont pas rattachées par le sens qu'on leur donne plus global dans l'apprentissage. Finalement, quand on pense à l'apprentissage, il y a comme deux grandes finalités qui se dégagent tout le temps. Est-ce que je vais me conformer? Est-ce que cet apprentissage-là d'une compétence particulière va me permettre de mieux fonctionner dans ce qui est mon environnement de travail, par exemple, dans les changements qui s'opèrent dans mon travail? Et une autre question, c'est est-ce que ça peut me permettre d'innover? La question de l'innovation, on va y revenir, mais c'est une question qui est fondamentalement partout avec le numérique. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'innovation, ce besoin-là est partout, parce qu'avec le numérique, avec les inventions qui sont derrière, nos pratiques changent également. Et c'est ces pratiques-là, le changement de pratique, l'amélioration de nos processus, nous demandent constamment d'être dans l'innovation. C'est quelque chose qui est on est tellement dedans qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais on a une pression à l'innovation qui est omniprésente partout dans notre travail. Et c'est une pression qui ne doit pas être une pression strictement négative, mais qui doit être aussi une invitation à apprendre. C'est pour ça qu'on fait le lien beaucoup avec l'apprentissage aujourd'hui. Donc, juste pour rappeler la différence fondamentale entre l'innovation, entre l'invention et l'innovation, c'est l'invention, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est créé, puis l'innovation, c'est quand on applique cette chose-là dans nos activités. Donc, pensez par exemple à l'invention du web il y a à peu près 50 ans, l'invention du web, et après ça, qu'est-ce qu'on a fait avec ça dans nos organisations, notamment un ministère qui dit, ben maintenant, l'objectif d'ici 5 ans, c'est d'avoir tous nos services qui sont disponibles en ligne. Ça, c'est l'innovation qui vient avec l'invention. Alors, on a parlé de motivation qui sont à la source du désir d'apprentissage, surtout en particulier dans un contexte numérique. Maintenant, on vous pose la question, quelles sont les vôtres? Là, je vais inviter Mathieu à faire la suite. Oui, donc vous connaissez le processus. Merci d'avoir répondu en si grand nombre déjà à la première question.
Donc, si vous voulez retourner encore une fois sur votre WooClap, vous pouvez soit rescanner ou simplement réouvrir votre application sur votre téléphone et vous devriez avoir accès à un nouveau sondage qui vous demande à savoir, on veut savoir en fait qu'est-ce qui vous motive à apprendre. Est-ce que c'est davantage de satisfaire votre curiosité ou plutôt d'acquérir de nouvelles compétences utiles pour votre travail, comme on en a fait l'étalage depuis tantôt, ou plutôt pour comprendre certains phénomènes numériques que vous trouvez moins accessibles, un peu comme Bastien nous parlait de la chaîne de blocs, il y en a d'autres, l'Internet quantique, j'ai encore de la misère à comprendre parfaitement ce que c'est un qubit pour ma part. Donc, on vous invite à répondre et déjà, les réponses rentrent en grand nombre et de très loin en avant, acquérir de nouvelles compétences utiles pour le travail à raison de 75 semble être la réponse que les gens privilégient. Donc, sur ce, on va enchaîner. On vous laisse en même temps, vous pouvez continuer de répondre tandis qu'on continue la présentation. Une dernière chose à dire à propos de l'apprentissage, c'est qu'une fois qu'on a dit, on a campé l'apprentissage, on a dit, OK, parfait, c'est une chose importante, c'est une chose liée aux compétences, liée à l'innovation, c'est important de s'adapter et grâce à l'apprentissage pour répondre aux demandes numériques. Par où on commence? Qu'est-ce que je fais? Par où que je peux commencer? Une piste qu'on vous soumet aujourd'hui, c'est celle d'interroger vos biais personnels. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'ici, on a identifié 2 biais cognitifs, si on veut, et sociaux qui sont fortement liés à l'acquisition de compétences. D'abord, l'effet Dunning-Kruger, qui est représenté dans le graphique que je vous présente ici. L'effet Dunning-Kruger, en fait, c'est une étude qui a été réalisée et qui a montré que les gens ont tendance, alors qu'ils acquièrent un petit peu de compétences dans un domaine ou un peu de connaissances dans un domaine, vont avoir tendance à surévaluer grandement leurs compétences réelles. C'est ce qu'on va appeler, disons aussi dans le graphique, la montagne de la stupidité, donc une surconfiance par rapport à la connaissance réelle. Et tandis qu'on se déplace et qu'on comprend de plus en plus de choses, exemple, un professeur qui fait un doctorat ou même un post-doctorat, et là, éventuellement, on passe de la vallée de l'unité parce qu'on réalise que le savoir, la connaissance dans un domaine, ça part en entonnoir inverse, donc ça n'a pas de limite. Et enfin, éventuellement, on va arriver à un plateau de consolidation, c'est-à-dire le moment où nos compétences réelles dans un domaine vont rencontrer notre seuil de confiance. Bon, OK, l'effet Dunning-Kruger a été depuis un peu, disons, a reçu un accueil plus froid dans certains domaines, notamment en psychologie. Cependant, ce que les gens s'entendent pour dire, c'est, disons, dans ce graphique-là, qui est valable, c'est qu'on a beaucoup tendance, alors qu'on acquiert un peu de compétences, à surévaluer nos capacités. Et si on attache ça à l'apprentissage, lorsqu'on dit par où commencer, eh bien, c'est peut-être un moyen d'évaluer. Posez-vous la question, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels je me dis plus compétent que je le suis et que je gagnerais à aller approfondir, à aller parfaire ma connaissance dans ce domaine? Et ça, voilà pour l'effet Dunning-Kruger. Pour ce qui est du biais de statu quo, eh bien, il dit dans le nom, ici, je vous l'ai accompagné d'une phrase, je préfère que rien ne change. En fait, le biais de statu quo, c'est de préférer, même si cela nous désavantage, de préférer le statu quo ou le fait de ne rien changer dans sa vie. Et si on l'applique spécifiquement, encore une fois, à l'apprentissage de compétences ou de l'apprentissage en général, on peut se poser la question, est-ce que je me conforte dans les connaissances que j'ai? Puis est-ce que je me mets dans des positions où est-ce que je pourrais apprendre de nouvelles choses, mais que je préfère ne pas me mettre dans ces positions-là, de peur d'être confronté au changement et me conforter dans mes connaissances actuelles. Donc, voilà 2 points de départ pour questionner vos apprentissages, peut-être aussi faire un examen de vos compétences. Que vous fassiez l'une ou l'autre, fassiez l'une ou l'autre, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle la pratique réflexive ou le jugement critique. Tantôt, Bastien a déjà mis la table un peu sur que ça faisait partie grandement de l'apprentissage, c'est-à-dire on interagit avec un corpus de connaissances, mais c'est aussi un cycle. Et ici, on vous l'a représenté à l'écran. Je ne vais pas lire l'ensemble des cases, je vais plutôt vous faire une mise en situation. Par exemple, la première étape, on identifie un problème lié à une situation de bon. Exemple, vous êtes en train de donner un webinaire à 1000 personnes de la fonction publique québécoise. Ensuite de quoi ça se passe extrêmement mal. C'est un flop total. Les gens ont vraiment détesté la présentation. Ensuite, l'étape suivante dans le cycle serait de vous questionner qu'est-ce qui a mal été. De faire une liste peut-être, de dire OK, voici les points qui ont bien été, mal été. Et enfin, d'identifier des solutions à mettre en place la prochaine fois que vous aurez. Donc, au prochain webinaire que je vais faire, je vais identifier certaines catégories et des solutions à mettre en action pour ne plus revivre les situations que j'ai vécues. Et voilà, le cycle qui recommence, on voit la ligne en bas. Donc, j'expérimente et peut-être que si Dieu le veut, ma prochaine présentation se déroulera beaucoup mieux que la première.
Donc, voilà un peu pour une petite blague, une petite mise en abîme pour vous en lien avec le jugement critique. Cependant, n'ayez crainte, si vous n'avez pas le temps de tout analyser, on va vous envoyer un document à la fin de la présentation où vous aurez le temps d'analyser plus en détail le graphique. Bon, une fois que cela s'est dit, cultivez le goût de l'apprentissage. Enfin, on arrive au cœur du sujet. Oh, ça a été long, mais on s'est rendu. Et là, accrochez votre sucre parce que là, on démarre. On s'en va dans le vif du sujet. On démarre ça avec le concept du growth mindset. Qu'est-ce que c'est le growth mindset? Écoutez, pour le restant de la présentation, c'est un concept en anglais, mais on va le traduire par mentalité développementale, vu dans un effort de francisation au Québec. Donc, qu'est-ce que c'est le growth mindset, la mentalité développementale? C'est un concept qui a été développé par une chercheure qu'on peut voir à l'écran qui s'appelle Carol Dweck, qui est une chercheure de l'Université Stanford en psychologie développementale. Ce que Mme Dweck a observé, en fait, elle s'intéressait à des cohortes d'élèves à la fois secondaires et universitaires, et elle s'est posé la question, elle, dans le cadre de ses recherches, quelles caractéristiques ou attitudes partagent les personnes qui connaissent un grand succès à l'école et au travail? Elle est partie de ces questions-là et, dans le fond, les résultats qu'elle a trouvés, elle les a réunis dans un concept qu'elle a appelé le growth mindset parce qu'elle s'est rendue compte que l'élément que les personnes qui réussissaient extrêmement bien à l'école partageaient entre elles, c'était une croyance profonde que l'intelligence peut être développée, que vous n'êtes pas limité par les capacités que vous avez à la naissance et que tout peut s'apprendre à force d'efforts, de pratique, d'humilité et de persévérance. Donc, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler, disons, le growth mindset ou la mentalité développementale, c'est vraiment le précepte qui sous-tend ça. Et dans ce concept-là, ça vient avec un ensemble d'attitudes qui découlent de cette mentalité-là. Donc, à partir du moment où on se dit, OK, j'ai cette croyance-là, qu'est-ce que ça implique concrètement dans la vie? Comment on perçoit le monde? Qu'est-ce qui change autour de nous? Je vous l'affiche à l'écran. En fait, vous allez à tendance à percevoir les défis comme des opportunités de développement. Les succès des autres vont vous inspirer parce que vous êtes stimulé par à voir quelqu'un qui réussit bien, qui se développe, etc. Par contre, il y a un pendant à la mentalité développementale qu'on a appelé la mentalité, qu'en fait, on a appelé plutôt, Mme Dweck a appelé la mentalité fixiste, qui est un peu le pendant de la mentalité développementale, qui est souvent les personnes qui croient que dans la vie, on l'a ou on ne l'a pas. Tu sais, moi, je ne suis pas bon, je n'ai jamais été bon dans ça, je ne serai pas bon. Moi, le numérique, les ordinateurs, je n'aime pas ça, je ne comprends pas. Eh bien, cette mentalité-là, c'est un peu ce qu'on va appeler la mentalité fixiste. Et les personnes qui ont cette mentalité-là vont tendance à croire, à éviter les défis, à éviter de se mettre dans une position où ils vont être challengés, où ils vont, disons, avoir peur de mal paraître ou que leurs compétences vont être remises en question. Et dans le fond, ça vient avec un ensemble, comme vous pouvez voir, de 5 autres qualités. Donc, mais ce qu'il faut en retenir essentiellement, si vous avez une chose à retenir, c'est l'idée de dire, si vous partez dans votre esprit et vous vous dites, l'intelligence est une faculté qui se développe, eh bien, vous avez très bien intégré ce qu'était le growth mindset. Maintenant, qu'est-ce que ça nous amène à dire? Bien là, vous allez dire, wow, c'est merveilleux, les personnes réussissent mieux quand ils ont cette mentalité-là. Et là, peut-être que vous vous dites, wow, c'est quasiment de la pop psychologie. Karim, est-ce que c'est des choses que même mon tuteur de yoga pourrait m'enseigner? Eh bien là, c'est là qu'on tranche la distinction. Le concept de la mentalité d'apprentissage, de la culture d'apprentissage en continu, on ne verse pas dans la pop psychologie. Oui, il y a des choses qui peuvent se ressembler, cependant, c'est appuyé sur des études scientifiques qui ont été réalisées, comme je vous disais, à l'Université Stanford et plus tard à l'Université Harvard qui a validé. Et en plus de quoi, la dame Dweck nous informe que ce n'est pas simplement une pensée magique, il faut mettre extrêmement beaucoup d'efforts, beaucoup de pratique et beaucoup de résilience pour pouvoir mettre en application dans sa vie et éventuellement peut-être récolter les bénéfices de ça. Donc, ça ne vient pas en claquant des doigts, il faut mettre le temps, comme on dit parfois. Je vous inviterai à retourner une nouvelle fois sur notre WooClap, si vous le voulez bien. En fait, maintenant que je vous ai présenté 2 types de mentalités, je vous inviterai à répondre, si c'est possible pour vous, à savoir quelle est votre attitude personnelle face à l'apprentissage. Là, il y a, juste pour vous préciser, vous pouvez vous rendre sur WooClap, là, je vois déjà que les résultats rentrent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, la majorité du temps, il faut percevoir un peu le growth mindset et le fixed mindset ou la mentalité développementale, la mentalité fixiste, comme une espèce de 2 pôles sur un axe.
C'est-à-dire qu'à certains moments, dans un certain contexte, comme on l'a identifié, il y a des facteurs externes qui vont faire que peut-être vous êtes plus fatigué, peut-être que vous avez un gros rapport à remettre, vous allez être moins dans l'expérimentation, moins dans l'apprentissage et plus dans la réalisation, dans vos talents que vous maîtrisez. Donc, n'ayez crainte, c'est normal d'être dans des moments où vous allez être dans une mentalité plus flexible, plus développementale. La chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'on veut, et le message qu'on veut promouvoir ici dans ce webinaire, c'est de garder en tête, d'essayer de s'ouvrir à cette idée-là et de, si vous pouvez, intégrer la culture de l'apprentissage dans votre vie et garder un esprit ouvert face aux nouvelles choses que vous pourriez apprendre. Donc, les résultats rentrent massivement. Je regarde, beaucoup de gens, on voit qu'il y a une division pas mal égale entre mentalité développementale, les gens disent avoir une mentalité plus développementale et un heureux mélange des deux états. Donc, c'est bien, vous êtes des gens équilibrés et merci de votre honnêteté, mais juste pour vous clarifier aussi, c'est anonyme tout ça, donc ça ne reviendra pas contre vous. Donc, on enchaîne avec la présentation. Avec Bastien qui va nous parler du rôle de l'innovation. En fait, on utilise souvent cette expression penser en dehors de la boîte pour parler de la pensée divergente, le rôle de la pensée divergente dans l'innovation. Il est évident que pour aller vers l'innovation, il faut changer des choses dans nos façons de faire, dans nos processus, etc., nos habitudes. Il faut mettre des choses en place. Et là-dessus, le fait d'imaginer des choses qui n'existent pas encore, ou en tout cas qui sont différentes de ce qu'on fait, ça demande cette pensée divergente-là. Un rôle vraiment important en innovation. Je vais en reparler même tout à l'heure. Là-dessus, je vous propose encore une interaction. On va faire le test du trombone. Donc, votre défi est le suivant pour la minute qui suit. Alors, vous allez écrire dans le Wooklab toujours, vous répondez déjà aux questions de Mathieu, tous les usages du trombone que vous pouvez imaginer, mais qui ne sont pas celui de tenir des feuilles ensemble. Donc, à quoi peut servir un trombone pour autre chose? Donc, je vous donne 1 minute top chrono pour y répondre. C'est parti. Il n'y a aucune bonne et mauvaise réponse, encore une fois, là-dedans. Bastien, les réponses commencent déjà à rentrer. On voit jouer de la musique, cure-dent, tenir des choses. Ça rentre massivement. Je peine à garder. Mais merci de participer. Continuez d'écrire. C'est pas fini. Il reste encore plusieurs secondes. Débarrer les portes, un crochet, tenir un jouet, retirer une carte SIM, attacher les cheveux, nettoyer les ongles. Et voilà, ça rentre. C'est un flow incroyable. Merci encore de votre participation, de vous prêter au jeu. Alors, la minute achève. Puis là, vous vous dites, est-ce que ce test-là consistait seulement à nous distraire ou à faire autre chose? Alors, je vous amène à l'explication. Ce test-là, en fait, il a été réellement réalisé dans les études en psychologie auprès de très jeunes enfants d'autour de 5 ans d'âge, donc prématernelle. Donc, on a fait ce test-là auprès de plusieurs centaines d'enfants et on leur donnait 10 minutes pour répondre à la question, les enfants, qu'est-ce que vous pouvez faire de différent que de tenir des feuilles ensemble avec un trombone? Eh bien, 90% des enfants réussissaient à nommer 100 usages différents d'un trombone pour faire ça. Donc, 100 usages différents en 10 minutes. Comme c'est un test longitudinal, on a repris la même expérimentation avec les mêmes enfants 3 ans après et on était tombé à 70. Donc, 90% des enfants qui réussissent à trouver 70 usages différents du trombone. On a refait encore le même test 3-4 ans plus tard, et là, on était tombé à 30%. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, cette chose-là? C'est tout simplement que, à mesure qu'on progresse dans l'existence, dans la vie, on a tendance à se replier beaucoup sur ce qu'on connaît. C'est une tendance naturelle qu'on a, et à être moins innovant, à moins penser en dehors de la boîte. Donc, c'est quelque chose d'assez paradoxal parce qu'on est bombardé de beaucoup d'informations. On en a parlé dès le départ, on est en face d'une bête technologique qui génère beaucoup d'informations, mais en même temps, on a moins, plus on vieillit, moins on a de capacité à imaginer
à être créatif par rapport aux usages qu'on peut faire des choses. Et ce qui est encore plus troublant, là, je parlais des jeunes enfants là, de 5 ans, 8 ans, 11 ans, 12 ans, mais après ça, quand on fait le même test auprès des adultes, on se rend compte que pour 90% des adultes, ils ne seront pas capables de trouver plus que 10 usages différents du trombone en 10 minutes. Donc, que faire contre cet état de fait qui pourrait être un peu décourageant? Ben, c'est tout simplement de se mettre dans un esprit d'innovation, d'en être conscient et de dire, ben, je vais me forcer à innover, puis à continuer à penser, puis à sortir de mes pantoufles trop confortables des connaissances que je possède déjà. Outre les bienfaits qu'on a nommés, exemple, les bienfaits évidents sur votre travail et, disons, les compétences que vous pourriez acquérir au fil de votre parcours d'apprentissage, il y a aussi des bienfaits littéralement physiques ou physiologiques qui sont associés à l'apprentissage. Je vous en nomme deux. D'abord, la chercheure Marianne Diamond, une chercheure américaine, avait réalisé dans les années 60 un concept qui s'appelle la neuroplasticité du cerveau. Sans doute en avez-vous entendu parler, mais ce qu'elle a réalisé, c'est que lorsqu'on est confronté à des nouveaux concepts, à des nouveaux apprentissages, on se met dans des expériences nouvelles qu'on n'a jamais vécues, le cerveau va tendance à croître, à se développer et à former des échanges synaptiques de meilleure qualité, de plus nombreuses. Autrement dit, la santé de votre cerveau s'améliore lorsque vous vous exposez à des nouvelles choses et que vous apprenez de nouvelles choses. Également, une autre étude fascinante qui a été réalisée en lien avec disons, les bienfaits liés à l'apprentissage. C'est une étude par des linguistes qui avaient observé que ils avaient attaché des électrodes à des cerveaux des personnes à un IRM, une imagerie de résonance magnétique, et ils avaient vu que lorsque ces personnes découvraient le sens d'un nouveau mot ou dans une langue étrangère ou qu'on leur expliquait, les ondes du cerveau qui s'allumaient étaient les mêmes que lorsque une personne faisait consommer des psychostimulants comme un café, par exemple. Donc, le point où on veut en venir avec ça, c'est de dire il n'y a pas juste des bienfaits, disons, immatériels au fait de développer des compétences et de se projeter dans l'apprentissage. Il y a aussi des bienfaits littéralement physiques sur votre santé physique et physiologique qui sont associés à ça. Donc, apprenez, c'est le mot d'ordre. Mais, par contre, une dernière chose à dire là-dessus, c'est que la même docteure Marianne Diamond elle nous avait mis en garde la chose suivante. Elle avait créé une ritournelle pour, disons, nous mettre en garde de si on n'apprend pas, on tend à perdre la masse de notre cerveau. Donc, elle est arrivée avec la ritournelle suivante, elle disait « use it or lose it ». Autrement dit, le contraire est vrai. Si vous ne vous en servez pas et vous restez toujours dans les mêmes choses sans jamais vous confronter à de nouveaux apprentissages, la taille du cerveau va décroître et la qualité de vos synapses va diminuer. Donc, voilà pour ce qui est des bienfaits associés à la culture d'apprentissage. Là, c'est bien beau. Encore une fois, on vous fait l'apologie de l'apprentissage. Là, encore une fois, merci encore. Je vois que les résultats continuent de rentrer pour le test du trombone, mais là, vous avez grandement dépassé la minute. Là, je vous avertis, par contre. Là. On ne tient plus compte des résultats rendus à ce point-ci. Mais voilà, on vous fait l'apologie de l'apprentissage. On vous décrit comment il y a des bienfaits à la fois physiques et, disons, immatériels associés à ça. Sauf que se faire dévorer par la balle, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, d'abord, il y a un concept qui s'appelle l'infobésité, c'est-à-dire si par amour de l'apprentissage, vous vous lancez à fond dans l'apprentissage et vous êtes bombardé, vous consommez beaucoup de médias et de différents trucs, vous pourriez appeler à perdre un peu votre goût d'apprendre et vous mettre à risque au niveau de votre santé. Également, la fatigue numérique. Donc, ça, c'est un concept qui est de plus en plus en vogue dans les organisations et même dans la société en général. Donc, problèmes oculaires, problèmes de concentration, différents problèmes de dépression associés au fait de trop consommer d'écran, d'être trop constamment en état de consommation de matériel informatique notamment. Enfin, le surtravail. Donc, il y a eu des études qui ont été réalisées puis qu'ils s'intéressaient à savoir si le télétravail faisait que les personnes travaillaient plus ou moins. Et les études qui avaient réalisé ça ont observé que
contrairement à ce qu'ils pensaient dans leur hypothèse, en fait, les gens ont tendance à travailler plus en télétravail et à avoir plus de difficultés à se déconnecter et à ne pas regarder leur courriel durant la fin de semaine, ce qui a amené des États comme la France, notamment, la Corée du Sud et le Pérou à légiférer avec ce qu'ils ont appelé le droit à la déconnexion, c'est-à-dire d'imposer une limite légale, à savoir, vous n'êtes pas obligé de répondre à vos courriels ou à votre travail en dehors des heures de travail. Donc, il faut faire attention parce que oui, il y a des bienfaits à l'apprentissage, mais il faut faire attention parce que la bête, lorsqu'on est dans cette gamique-là, peut quand même venir nous croquer par en arrière et il faut vraiment y aller. Il faut se mettre dans une position d'apprentissage, mais toujours y aller avec modération et intelligence. Maintenant, Bastien va nous parler de l'apprentissage collectif. On a parlé, vous avez vu qu'on est parti d'une perspective qui était très individuelle par rapport à l'apprentissage. Donc, comment je réagis par rapport aux choses de mon environnement, comment j'apprends. Maintenant, on va l'étendre à une dimension qui est plus collective. Donc, comment, à l'intérieur d'une organisation, par exemple, ça peut se traduire. Ça nous ramène à la responsabilité. Alors, on se dit, bon, qui devrait être responsable de l'apprentissage des employés, par exemple, dans une organisation? Est-ce que ça devrait relever seulement des personnes? Est-ce que ça devrait être une initiative et seulement des personnes? Et est-ce que ces personnes-là ne devraient apprendre, ne devraient être en situation de formation, par exemple, que lorsque ça n'a aucun impact sur le travail? Vous connaissez le concept, je dirais, commode de résistance au changement là-dessus. Il est assez commode de dire, ben, par exemple, s'il y a des innovations qu'on voulait mettre en place à l'intérieur d'une organisation ou d'un changement de pratique, puis que ça ne fonctionne pas, c'est un problème individuel de résistance au changement. Ça peut être un réflexe qu'on a. Sauf que ce qu'il faut voir, c'est la dimension plus collective de ça, c'est-à-dire, est-ce que vraiment la responsabilité de l'apprentissage qui va faire qu'on va être capable de s'adapter aux changements qui ont pourrait pas être reposée sur tout le monde, en fait. Donc, ça implique que les conditions pour réaliser cet apprentissage-là, ce sont les conditions dont je parlais en tout début par rapport à ce qu'est l'apprentissage. Donc, les conditions, on a parlé de rétroaction, on a parlé par exemple, de proposer des défis aux personnes. Est-ce que ces conditions-là, puis de tout simplement donner les ressources aux personnes pour apprendre en termes de temps et de ressources financières, par exemple, est-ce que ces conditions-là sont réunies? Et là-dessus, quand on a une perspective qui est plus organisationnelle, ben, il est clair que ça devient extrêmement important pour assurer la suite des choses dans une organisation et son évolution. Donc, je vais laisser Mathieu, je crois que c'est toi là-dessus qui intervenais. Oui. Oui, donc, on va essayer d'accélérer un peu. On s'est fait dire par la bande qu'on parlait trop lentement. Donc, non, blague à part, c'est le temps qui nous était parti arrive au cours. Donc, ici, je vous présentais un peu comment cette mentalité-là, le growth mindset ou la mentalité développementale passait, disons, d'un élément individuel vers ce qu'on pourrait appeler une culture d'apprentissage organisationnel. Eh bien, c'est vraiment par l'exemplarité des leaders et des agents de changement qui, ils et elles, sont investis de ces valeurs-là, de ces attitudes-là, qu'on se rappelle tantôt du growth mindset et de la mentalité développementale, qui, dans leurs actions concrètes dans l'organisation, vont permettre le développement et la réalisation d'une culture d'apprentissage organisationnel. Autrement dit, c'est vraiment par les personnes et leur volonté et leur capacité à intégrer et à valoriser ces valeurs-là dans l'organisation que va se réaliser cette culture d'apprentissage-là organisationnel. Maintenant, ça m'amène à vous. En fait, on vous parle depuis tantôt de l'organisation apprenante. Prenez un petit moment, tandis qu'on continue de vous présenter le concept, à savoir, à vous questionner, est-ce que le contexte est favorable à l'apprentissage dans votre organisation? Est-ce que les processus, est-ce que les valeurs qu'on décrit depuis tantôt sont disponibles? Est-ce qu'elles sont mises en valeur dans votre organisation? Donc, réfléchissez-y, tandis que Bastien vous présente quelques caractéristiques typiques. Alors, on parlait tout à l'heure des conditions qui permettent d'apprendre, qui permettent à une organisation de devenir une organisation apprenante. La première condition, première pratique typique plutôt, c'est de fixer des objectifs précis. Dans ce projet-là, sur quoi est-ce qu'on vise
à apprendre dans notre équipe, par exemple. Donner régulièrement de la rétroaction, j'en ai parlé. Souvent, les gens, on n'est pas toujours conscients des apprentissages qu'on fait dans nos activités de travail. Inviter les personnes à partager leurs opinions et faire place à la créativité. On en a parlé tout à l'heure, donc la place de la créativité dans l'innovation. Et finalement, donner de la latitude aux personnes. Il existe une multitude de formules pour permettre l'apprentissage en groupe, en petits groupes ou même en duo. Je vous les laisse ici, notamment celle du co-développement qui est hyper intéressante, qui a été développée au Québec par des gens de l'ENAP notamment. Donc, on va vous les laisser en référence pour les consulter. Finalement, on a parlé d'innovation, de l'innovation nécessaire en numérique, qui suppose aussi la prise de risque et l'accueil de l'erreur, qui est une caractéristique, je dirais, dominante dans ce qu'on veut mettre de l'avant pour une organisation apprenante, dans une organisation apprenante. Alors, j'ai choisi une image ça, qui est celle, n'est-ce pas, d'une fusée SpaceX qui explose sur le pas de tir. Et cet exercice-là a été étrangement considéré comme étant une réussite par SpaceX. Pourquoi? Parce que la compagnie dit, ben moi, on va apprendre à chaque explosion de fusée, même si ça peut sembler contre-intuitif, et on va progresser beaucoup plus vite que dans une entreprise, comme une entreprise traditionnelle comme celle de la NASA, qui est toujours axée sur éviter l'erreur à tout prix. Donc, il progresse beaucoup plus lentement dans le temps. Donc, dans ce genre d'organisation-là, on met l'accent beaucoup plus sur le processus que sur le résultat. Et je vous rassure, je ne suis pas en train de vous encourager à faire exploser des choses tous les jours au bureau. Ça m'amène encore à une dimension qui est, maintenant on a parlé d'individuel, d'entreprise, d'organisation, on a parlé des individus, des organisations. Est-ce qu'on peut étendre ce concept-là encore de manière plus large à celui de société apprenante? Je pose la question et je n'ai pas de réponse pour vous, mais seulement une anecdote qui va être révélatrice. Alors, si je mets cette photo-là en arrière-plan, ça vous rappelle quelque chose. Il s'agit en fait d'une unité d'habitation du projet qui s'appelle Habitat 67, du complexe résidentiel Habitat 67. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, puis de l'idée de penser en dehors de la boîte, c'est qu'il faut se ramener aux conditions où ça a été créé, ce truc-là, et songer seulement, Habitat 67 qui a été créé lors d'Expo 67, il y a plus de 50 ans, songer seulement qu'on a confié ce projet-là très innovateur qui a marqué à tout jamais le monde de l'architecture sur la planète, on a confié ça à quelqu'un qui avait 23 ans et qui venait de terminer une maîtrise à McGill. Alors, je pose la question, est-ce qu'on est toujours dans cet état d'esprit-là? Est-ce qu'on est d'une société aussi apte à apprendre qu'on l'était à cette époque-là? Et je n'y répondrai pas. Donc, je vous propose maintenant de récapituler ce qu'on a vu depuis le début du webinaire. On a parlé tout d'abord de la bête numérique, du phénomène numérique qui est devant nous, de la façon dont on interagit avec cette bête-là, des réactions que ça provoque. Et on espère aussi comment la culture d'apprentissage en continu peut constituer une réponse à ce que ça provoque. Finalement, on l'a étendu à l'organisation apprenante et à l'idée de la société apprenante, qu'on aimerait apprenante. Donc là, vous vous dites peut-être, dans un contexte de transformation numérique, une fois que ça va être fait, on va pouvoir enfin se reposer, mettre ses pieds sur un pouf, puis se reposer, prendre une petite pause d'apprentissage. C'est peut-être ce que vous pensez. Mais si je peux me permettre, Bastien, en fait, si on reprend le graphique que tu as dit, c'est jamais vraiment linéaire. Et le changement perpétuel va nous amener la chose suivante. Si je peux me permettre de reprendre le mot d'Héraclite qui disait « Il n'y a rien de permanent sauf le changement ». Et donc, même si on réussit à s'adapter et qu'on devient intégré technologiquement, il va toujours avoir une nouvelle innovation ou une nouvelle chose à apprendre pour pouvoir évoluer, continuer d'évoluer comme personne. Et nous, le pari, qu'est-ce qu'on fait? Et s'il y a une chose à retenir de l'ensemble de ce webinaire qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est que si vous vous mettez dans une posture où vous êtes prêt à apprendre, vous vous ouvrez à l'apprentissage, à commettre des erreurs et à vous exposer à des défis, eh bien, on fait le pari que peut-être seulement, la bête numérique qui vous paraissait un peu cryptique, peut-être qu'elle va vous, même si elle est un peu bizarre au premier regard, elle vous apparaîtra peut-être un peu plus facile, voire même un peu familière à la fin. Donc, j'étais Mathieu Clément. Merci encore à mon collègue Bastien de nous avoir prêté le temps. Et merci encore de votre écoute et de votre participation au WooClap.
Donc, merci beaucoup, messieurs. J'espère que les participants se sont sentis aussi inspirés que moi à poursuivre leur développement professionnel et personnel. Maintenant qu'on comprend mieux l'importance de chercher à se développer, nous aimerions vous éclairer sur les services qui vous sont offerts. J'invite tout d'abord Mélanie Pomerleau, directrice principale de la gestion des talents au secrétariat des conseils du Trésor, le SCT, pour vous présenter les grandes orientations du SCT en matière de développement de vos compétences. Madame Pomerleau, à vous la parole. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui et ça m'a fait plaisir d'entendre l'ATN tout juste avant parce qu'il y a des liens très, très forts avec ce que je vais vous présenter dans les 15 prochaines minutes. Je vais vous présenter un peu la vision qu'on a au SCT en gouvernance ressources humaines pour le volet transformation numérique, mais aussi tout ce qu'on est en train de mettre en place via la prochaine stratégie de gestion des ressources humaines qui est en élaboration actuellement. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui, parfait. Donc, transformation numérique, les gens de l'ATN l'ont positionné préalablement, en fait, le défi en fait, le succès de la transformation numérique repose beaucoup sur la dimension humaine, je dirais. C'est documenté par plein d'études universitaires à ce sujet-là où le taux d'échec est souvent dû à une mauvaise prise en compte de l'aspect humain dans la transformation numérique. Donc, c'est un peu ce que je vais réitérer ici, qui est en continuité avec ce qui a été présenté préalablement et peut-être vous préciser peut-être un peu plus le rôle ressources humaines parce que parfois, les ressources humaines ne sont pas très impliquées ou devraient l'être davantage. Et j'ai même posé récemment la question à une communauté, quel est le rôle des RH dans la transformation numérique? Et certains m'ont répondu aucun. Alors, c'était très surprenant parce que si on ne s'y attarde pas, c'est clair pour moi qu'on ne s'aide pas là, dans le succès du projet. Donc, le rôle RH sur lequel on travaille, nous, de notre côté au Conseil du Trésor, c'est bien entendu tout le volet développement de compétences. L'ATN, c'est un partenaire important pour nous pour le volet transformation numérique et aussi pour tout le volet transformation des emplois parce que vous comprendrez qu'avec toute la transformation numérique qui a cours en ce moment, arrivent des nouveaux besoins en termes de classification d'emplois, des nouveaux métiers qui sont créés en fonction des développements en cours. Donc, c'est tout ça qu'on regarde chez nous et qu'on s'assure, en fait, de prendre en compte les besoins à ce titre-là. C'est aussi tout le volet attraction, dotation, mais aussi fidélisation des emplois en fonction des objectifs stratégiques. On sait qu'il y a des enjeux énormes en ce moment sur le marché du travail avec la pénurie de main-d'œuvre, notamment dans le milieu des technologies de l'information. Donc, on travaille de notre côté à documenter tous ces éléments-là et aussi à trouver des pistes de solutions en collaboration avec les MCN, en collaboration avec les différents ministères et organismes à ce sujet-là. Développement de compétences, il y en a été fort question dans la dernière heure. Je voulais mentionner, et ça a très bien été fait par l'ATN, que ce n'est pas uniquement des cours, mais aussi de l'expérimentation qui est importante, tous les outils de transfert au sein des ministères. Donc, c'est tout ça qu'on veut améliorer, en fait, dans les ministères, que les pratiques soient un peu plus mieux établies et qui soient plus aidantes pour l'ensemble du personnel. Et il y a bien entendu, tout le volet culture organisationnelle, qui est une dimension extrêmement importante. Elle aurait même probablement dû être mise en premier parce que c'est vraiment la culture organisationnelle qui va faire en sorte que le succès du projet sera là ou pas, que toutes les parties prenantes vont être conscientes de leur rôle à jouer dans cette transformation-là et tout le volet gestion du changement qui repose, qui est une responsabilité partagée, en fait, entre les différents acteurs dans la transformation numérique. Donc, pour la prochaine stratégie de gestion des ressources humaines 2023-2028, ce que je vous dis aujourd'hui n'est pas encore sorti. En fait, la stratégie devrait sortir tout de suite après l'été. Mais je peux déjà vous dire qu'on a travaillé de concert avec les ministères et organismes. On a fait des cellules d'innovation. On a consulté les différents partenaires et on a déjà annoncé quels seraient les axes de la prochaine stratégie. Donc, c'est les 3 axes que vous voyez là dans le cercle juste à droite. Donc, ça va vraiment être tourné davantage vers l'expérience employée dans un objectif d'attraction, mais de fidélisation aussi de l'ensemble du personnel de la fonction publique.
et sur les volets innovation et compétences qui sont l'objet de la rencontre aujourd'hui, pour bien soutenir les organisations dans leur performance organisationnelle, pour s'assurer que tout le monde soit mieux équipé, je dirais, là, pour tous les défis qui sont sur la réalité quotidienne des gestionnaires en ce moment, là, en soutien aux organisations. Et on mentionne souvent l'importance de la culture d'organisation apprenante. Ce qu'on veut arriver, en fait, dans la nouvelle stratégie, c'est tout un axe là-dessus qui portera sur l'organisation apprenante. Et je pense que l'ATN vous a bien démontré les raisons du pourquoi aujourd'hui. Donc, dans notre nouvelle vision, en fait, ce qu'on veut démontrer, c'est que on doit tenir compte de l'expérience employée tout au long de la carrière, donc dès le recrutement, mais même avant le recrutement, il y a une expérience candidat qui est importante jusqu'à la retraite. Donc, s'assurer de mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour bien soutenir les employés dans la réalisation de leur mandat au quotidien. Puis quand on parle aujourd'hui, plus spécifiquement, ça porte davantage sur les compétences numériques, mais bref, s'assurer que dès l'entrée jusqu'à la retraite, qu'il y ait des parcours de formation intéressants, qu'il y ait une progression de carrière intéressante. Et quand je parle de progression de carrière, c'est pas uniquement progression top-down, mais down, mais c'est aussi une progression horizontale qui est recherchée aussi parfois par plein de professionnels, et les défis sont hyper stimulants dans la fonction publique. Donc, c'est de mieux appuyer les gens à travers cette mobilité-là, je dirais, au sein de la fonction publique qui est possible. Donc, ce qu'on travaille actuellement, c'est à mettre en place un environnement d'apprentissage de la fonction publique avec notamment 2 partenaires clés qui sont autour de la table aujourd'hui. Il y a l'ATN qui vient de présenter et qui va être plus spécifique aussi sur leur offre là, dans les prochaines minutes, mais il y a aussi l'ENAP qui est un partenaire hyper important pour nous, pour tout le volet gestionnaire, donc tout le volet formation des cadres, notamment dans le cadre de la transformation numérique, mais pas que ça. En fait, c'est tout le soutien à la gestion au quotidien. Donc, on va continuer à travailler avec ces partenaires-là, mais aussi, on veut travailler un peu mieux, je dirais, avec les ministères. Dans les ministères, il y a des équipes de formation, de technopédagogie. Donc, on veut faire des meilleurs arrimages, on veut se donner une meilleure gouvernance. Donc, c'est tous des éléments qu'on veut mettre en place. Quand je parle d'environnement d'apprentissage, il est aussi question là, du système gouvernemental de gestion des apprentissages qu'on va mettre en œuvre, qui est en train de se mettre en œuvre d'ailleurs dans certains ministères, mais qui va progresser là, à travers toute la fonction publique. Mais c'est aussi différents outils. C'est tout plein de parcours de formation. C'est des outils pour inciter au développement de compétences pour amener la culture d'innovation dans les ministères et organismes. Donc, c'est ce qu'on souhaite mettre en place dans les 5 prochaines années via la stratégie. Si j'y vais un petit peu plus spécifique là, au niveau des compétences numériques, je viens de le dire, les 2 partenaires clés pour nous, c'est l'ENAP et c'est l'Académie de la transformation numérique. Donc, pour les gestionnaires, en fait, il existe 2 grandes catégories, puis probablement que l'ENAP va pouvoir élaborer plus là-dessus tout à l'heure. Donc, je vais passer très brièvement, mais il y a un parcours d'introduction où on souhaite que l'ensemble des cadres puissent suivre ce parcours d'introduction-là, et un parcours plus exécutif pour les cadres qui sont déjà dans des projets de transformation numérique, qui ont des projets sur la table et qui veulent être mieux appuyés dans ces programmes-là. Et il y a tout le volet pour le reste des employés qui est donné par l'Académie, avec une série de formations, bien entendu, pour le domaine des TI, mais en fait qui est très tournée vers l'humain. Donc, ce qu'on vise, c'est la formation de l'ensemble du personnel. Si on veut arriver à une transformation numérique réussie, c'est l'ensemble de l'organisation qui doit être consciente des impacts et de tout ce que ça nécessite en termes de compétences. Donc, c'est à tout ça qu'on pense là, dans la transformation numérique actuelle. On travaille bien sûr en étroite collaboration avec le MCN. C'est encore le cas aujourd'hui aussi dans l'événement qu'on fait aujourd'hui, pour bien documenter les besoins en termes de compétences TI notamment, et s'assurer là, que nos outils soient en toute cohérence là, avec l'offre de service qui est déployée de leur côté et du nôtre pour le soutien aux transformations organisationnelles.
Si je vais de façon un petit peu plus spécifique pour l'ATN, ce qu'on s'apprête à annoncer très, très prochainement, les ententes sont en signature actuellement à notre niveau, c'est le renouvellement de l'entente sur 5 ans pour l'ATN avec un budget central pour l'ensemble des formations asynchrones. Ce que ça veut dire à ce niveau-là, ça veut dire que toutes les formations asynchrones offertes par l'ATN deviendront gratuites pour l'ensemble du personnel de la fonction publique. Donc, ce qu'on souhaite à ce titre-là, c'est vraiment que l'ensemble du personnel puisse suivre le maximum les formations. Et c'est l'outil qu'on se donne là, pour y arriver. L'ATN travaille aussi à ce moment-ci sur un autodiagnostic des compétences numériques qui devrait être déployé d'ici l'été, en fait, d'ici les vacances d'été, où il sera possible de faire un diagnostic par individu. En fait, chacun des employés de la fonction publique pourront faire ce diagnostic-là et voir un peu là, ce serait quoi les pistes de développement spécifiques à chacun en fonction du diagnostic qu'ils ont réalisé. Et ce sera possible pour les gestionnaires aussi d'avoir des portraits de leur équipe et de pouvoir faire des plans de développement de compétences en conséquence et en adéquation avec les besoins. On s'apprête à financer aussi une nouvelle chaire clé, donc une chaire plus axée sur l'enseignement des compétences numériques qui nous sera fort utile pour tous les développements qu'on est en train de faire de notre côté en termes de compétences numériques, tant avec l'Académie de transformation numérique que pour nous-mêmes à l'interne pour nos propres besoins. Donc, l'ATN... Je vais interrompre, là, Madame Pomerleau. On a dépassé le temps alloué. Donc, je voudrais vous remercier. J'inviterai maintenant Martin Noël, directeur général de l'Académie de la transformation numérique, à prendre la parole. Donc, dites-moi, comment l'ATN peut-elle contribuer au développement de nos compétences? Merci. Donc, on dit souvent qu'il faut dire au moins 3 fois quelque chose pour que les gens s'en souviennent. Alors, je vais commencer en vous disant qu'on travaille l'humain avant tout au niveau de l'ATN. Donc, Bastien en a parlé, Mme Pomerleau en a parlé, je vous le dis ici. Alors, vraiment, on se concentre beaucoup sur l'humain. C'est sûr qu'on va toucher aussi les notions plus technologiques et tout, mais on va toujours avoir des parcours dans lesquels on va s'assurer que les aspects humains sont respectés et sont regardés. L'introduction a vraiment été bien faite par mes collègues et par Mélanie, donc je pourrais aller plus vite. Ce que je voulais parler, par contre, c'est de notre écosystème. Donc, au départ, on n'avait que les formations. Maintenant, Mélanie en a parlé des diagnostics et des enquêtes. Les enquêtes sont souvent la base pour tout ce qui va amener la recherche et la recherche qui va nous amener vers les formations. Et au cœur de tout ça, c'est vraiment les humains. Donc, et ce qu'on veut de plus en plus, c'est avoir du feedback des gens, que ce soit au niveau de la recherche, en travaillant avec eux, en améliorant les façons d'apprendre et tout ça, que ce soit au niveau des enquêtes, des diagnostics, de pouvoir avoir de la donnée, que ce soit au niveau des formations. Donc, c'est de savoir, en fait, nous, on essaie d'être une organisation agile. Donc, et on essaie d'être le plus près possible aussi des besoins. Mais pour ça, on travaille de près avec le Conseil du Trésor, le MCN, pour définir notre programmation. Mais on est intéressé aussi à savoir ce que vous, les apprenants, sont intéressés. Donc, on va toujours vous inviter à nous dire un peu vos intérêts et à savoir qu'est-ce que vous voulez apprendre au niveau de la technologie. Rapidement, sur les formations qu'on offre, bien évidemment, au-delà de l'organisation apprenante, vous avez eu un très bon aperçu avec Bastien et Mathieu. On touche beaucoup les fondements, donc on part à la base, c'est sûr que tout le monde a le même vocabulaire, mais on va aller dans les meilleures pratiques et on peut avancer beaucoup là-dedans et on va aussi vers les compétences du futur. Donc, on va toucher aussi les co-responsabilités, l'accessibilité web, la science des données, la collaboration à l'ère du numérique, évidemment, cybersécurité, tout le développement technologique, l'expérience usagée et l'innovation, entre autres l'innovation ouverte. Peut-être une de nos distinctions aussi, c'est qu'on met beaucoup d'emphase sur la technopédagogie. Vous avez entendu parler, Bastien, tantôt, c'est un de nos technopédagogues, travaille beaucoup sur la scénarisation, rendre vraiment les formations le plus vivant possible.
et d'intérêt. C'est tout le temps des formations qui sont courtes, donc on parle d'1 heure à 2 heures maximum. Le cumul dans un parcours amène quand même à pouvoir approfondir beaucoup de notions, mais à la base, c'est quelque chose qui peut se consommer plus facilement et non quelque chose que on doit arrêter un ministère au complet pour former tout le monde pendant 2 jours. Donc, dès qu'un nouvel employé arrive, ben, il peut facilement aller apprendre par lui-même à son rythme sur des notions qui sont importantes et arriver à trouver une façon là, d'apprendre le jargon et d'apprendre plus facilement et de bien se positionner comme employé. Donc, très rapidement, ça fait le tour un peu de ce qu'on a à faire. Et encore une fois, là, je vous invite à ne pas hésiter à nous écrire. Très intéressé à savoir ce que vous pensez, ce que vous en pensez, de savoir ce que vous aimeriez avoir comme formation. Ça nous permet là, de travailler avec le MCN et le SCT là, pour s'assurer qu'on répond aux besoins que vous avez. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Noël. Et avant de passer à la période des questions, j'aimerais également inviter M. Patrick Bélanger, coordonnateur du recrutement étudiant et des partenariats à l'École nationale d'administration publique, à venir prendre la parole quelques minutes pour présenter comment l'ENAP peut vous soutenir dans votre développement de compétences. Oui, bonjour, merci, merci Mme Demers. Bonjour tout le monde. Alors, l'offre de formation pour gestionnaire à l'ENAP dans le domaine du numérique, évidemment, je ne vous présente pas toute l'offre de formation de l'ENAP. L'ENAP a une 40aine de formations créditées et plusieurs formations continues, mais on va se concentrer sur le domaine numérique. En débutant par la formation continue, Mme Pomerleau en a parlé tout à l'heure, il existe déjà, c'est déjà en place, une capsule introductive là, séparée en plusieurs capsules, une formation gratuite disponible sur l'espace leadership du SCT. Donc, formation gratuite, comme je le mentionnais. Si vous êtes intéressé par cette capsule-là sur la sensibilisation à l'environnement numérique, vous devez vous inscrire. Alors, c'est gratuit, mais il faut quand même s'inscrire. L'ENAP va changer de site web la semaine prochaine, si tout va bien. Alors, je vous invite pour le moment plutôt d'écrire par courriel à l'adresse que vous voyez à l'écran, parcours-numérique@commercial-enap.ca, et on vous donnera les indications pour pouvoir vous inscrire à cette formation qui est déjà disponible. L'autre formation qui sera disponible dans environ 6 à 8 mois, là, plus 8 que 6, je vous dirais, toujours en formation continue. Mme Pomerleau en parlait, c'est pour les gestionnaires qui sont sur des projets très concrets de transformation numérique. Alors, c'est 8 modules incluant 2 ateliers d'intégration de votre projet. Et cette formation-là, contrairement à la première, elle est payante. Alors, c'est un montant de 1 690 $ par personne. Et c'est le même principe, donc le même courriel à parcours-numérique@commercial-enap.ca pour en savoir davantage ou visiter l'espace leadership du SCT. Alors, je passe très rapidement, je saute tout de suite à la formation créditée. Alors, pour ceux qui voudraient faire des études de 2e cycle universitaire, en gouvernance du numérique, on a un micro-programme. Alors, un micro-programme, qu'est-ce que c'est? Habituellement, c'est 3 cours, mais depuis quelques années, l'ENAP a aussi des nouveaux cours de 1 crédit. Alors, habituellement, un cours de 3 crédits, c'est 45 heures de formation. Des cours de 1 crédit, c'est une quinzaine d'heures. Alors, comment ça se répartit tout ça pour un micro-programme? Vous avez, dans la colonne de droite, vous le voyez, 2 cours obligatoires, transformation de l'État à l'ère du numérique et gouvernance informationnelle. Donc, 2 cours à réaliser. Et ensuite, pour les 3 derniers crédits du micro-programme, vous devez sélectionner parmi la liste à options 3 cours de 1 crédit et c'est très varié, vous le voyez, là, ça va de la cybersécurité à l'intelligence artificielle, à l'intelligence d'affaires, pardon, ou à la gestion des médias sociaux. Alors, ce sont tous des cours de l'offre numérique de l'ENAP. Évidemment, ce sont des cours crédités, donc des cours à payer, mais avec un montant qui est le même dans toutes les universités au 2e cycle, alors de 435 $, 435 et 10 pour être exact, par 3 crédits, donc grosso modo 1 300 $ pour réaliser le micro-programme. C'est un micro-programme qui se déroule à temps partiel, c'est-à-dire vous faites un cours par trimestre.
Par exemple, un cours à l'automne, un cours à l'hiver et un cours à l'été, qui est en fait le printemps, c'est la session de mai-juin, et vous avez terminé le microprogramme. Alors, ce n'est pas tout à fait un an pour réaliser ce microprogramme-là. Il faut ajouter environ 75 $ pour l'achat de volume obligatoire par cours de 3 crédits. Les conditions d'admission pour faire des études de deuxième cycle, il faut avoir complété un baccalauréat avec la moyenne de 3,2 sur 4,3. Si vous n'avez pas de baccalauréat, on peut analyser votre parcours sur la base du CV. Si vous cumulez plus de 10 ans de niveau professionnel, alors ça peut être aussi des années d'expérience de gestion. Alors, si vous cumulez les 10 ans et que vous avez une technique, vous n'avez pas de baccalauréat ou un baccalauréat complété, c'est possible quand même d'accéder à des études de deuxième cycle. Tous nos programmes sont gigognes, c'est-à-dire qu'ils s'emboîtent les uns dans les autres. Alors, le microprogramme là, qui est tout au bas de votre écran avec 9 crédits à réaliser, les cours peuvent s'imbriquer dans nos autres programmes existants à l'ENAP, programme cours, DESS, la maîtrise complète de l'ENAP, MAP, maîtrise administration publique. Alors, si vous êtes intéressé par le volet crédité, tantôt je vous parlais de la formation continue où il faut envoyer un courriel à Parcours numérique. Ici, pour les études créditées, évidemment, il faut déposer une demande d'admission. Les admissions pour l'automne sont techniquement terminées, c'était jusqu'au 1er juin. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas déposer et démarrer des études cet automne, mais puisque l'inscription au cours est débutée, il se peut que certains cours ne soient pas disponibles. Alors, pour être bien certain de débuter le cours que vous désirez, nous sommes rendus à la période d'admission de l'hiver 2024. Vous avez donc jusqu'au 1er novembre prochain pour déposer votre candidature. Vous pouvez aller sur le site web de l'ENAP, cliquer sur l'onglet « Admission ». Les étapes sont bien indiquées, mais si vous avez besoin de renseignements par rapport à nos programmes, vous pouvez écrire à étudier@enap.ca. Alors voilà, ça complète la très rapide présentation de l'offre numérique pour gestionnaire de l'ENAP. Donc, merci à toutes et à tous. Ce sont des pistes très intéressantes pour poursuivre notre apprentissage en continu. Nous avons publié dans l'onglet Questions et réponses les liens pour en savoir davantage sur chacune des offres de services. Je vous avertis, nous allons dépasser de quelques minutes du temps prévu afin de prendre quelques questions. Donc, passons maintenant à cette période de questions et je vois qu'on en a reçu quelques-unes. J'aimerais poser la première à M. Bouchard et à M. Clément. Donc, par où commencer pour implanter une culture d'apprentissage en continu dans une organisation? Vaste question. En fait, le paradoxe là-dedans, c'est qu'il faut préparer les gens, mais en même temps, si on prépare les gens puis il n'y a pas d'action, on peut rapidement avoir l'impression que c'est une culture qui est promue, présentée, affichée, mais qui n'est pas vécue. Donc, ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps parce que c'est un changement d'habitude qui se fait au gré des projets, puis comment on va juger chacun des projets. Mais c'est aussi comment on prépare les gens, puis comment on travaille pour que le risque puis l'erreur soient partagés aussi. Prendre des risques comme organisation, ça veut dire partager le risque entre les personnes. Donc, ça exige beaucoup de coordination, de communication. Donc, je suis désolé, pas de recette facile. Si je peux ajouter, si je peux me permettre une petite couche pour faire du pouce sur ce que tu dis, Bastien, peut-être que comme on disait, en fait, la première étape, c'est vraiment d'incarner dans votre vie personnelle, d'absorber ces valeurs-là, de le mettre en usage dans votre quotidien, dans votre propre pratique. Après ça, ça serait, si vous êtes capable, si vous êtes assez en confiance et vous le mettez assez en action, amener un collègue et ce collègue-là va amener un collègue, etc. Donc, si je vous disais une chose, commencez par le mettre dans votre vie et éventuellement, commencez à élargir tranquillement dans votre horizon. Mais vraiment, le mot d'ordre, ça serait votre vie personnelle et ensuite on verra. Donc, Mathieu est plus down-up, puis moi, je suis plus up-down. J'aurais une deuxième question pour vous, messieurs. Est-ce qu'on perd de la créativité en grandissant parce qu'on se fait mettre de plus en plus de limites? C'est en fait parce qu'on est beaucoup focusé sur les contraintes et l'efficacité, puis les choses à produire. Alors, quand un enfant répond
je peux faire ça avec un trombone. Ils ne pensent pas au problème de le faire réellement, puis des conséquences que ça peut avoir. Puis plus on avance, plus on est dans les conséquences et les contraintes. Puis c'est pour ça que, puis c'est souvent d'ailleurs ce qui est difficile en brainstorming, vous le savez, quand on fait des brainstorming qui se veulent créatifs, on a souvent tendance à tout de suite poser des objections, ce qui est tout à fait contraire à ce que devrait être un brainstorming, par exemple. Donc, on a des réflexes naturels, je dirais, où on se protège parce qu'on a peur que les choses ne soient pas applicables facilement, puis ça nous bloque dans les solutions qu'on imagine. C'est la réalité du travail aussi qui fait ça. Parfait, merci beaucoup. La dernière question, ça va être pour Mme Mélanie Pomerleau du SCT. Donc, dans la fonction publique, combien d'heures par semaine il faudrait consacrer à la formation là, à l'intérieur des 35 heures de travail qu'on a? Excellente question. En tout cas, déjà dans la question, j'aime le fait que c'est par semaine. Je pense qu'on doit se céduler du temps par semaine justement pour prévoir ça. Si on ne le fait pas, ben on perd l'opportunité justement de développement. Ça fait partie des bonnes pratiques, je dirais, qu'on veut mettre de l'avant avec la culture d'organisation apprenante. Je n'irai pas jusqu'à un nombre d'heures précis, mais en tout cas, au minimum, se le prévoir un moment par semaine. Je pense que c'est important pour réfléchir et se remettre en question. Peut-être que Bastien, tu peux... Ouais, ce que je voulais ajouter, puis je voulais en parler pendant la présentation, mais j'ai oublié de le faire, mais je parlais des buts d'apprentissage qui doivent être, qui sont immédiats quand on est en formation continue. Ce que ça veut dire aussi, c'est que quand on est dans une nouvelle compétence, il faut être capable de l'actualiser très rapidement. Sinon, cet apprentissage-là, on va le perdre très rapidement. Pensez, par exemple, si vous avez appris à utiliser un logiciel dans le passé puis que vous ne l'avez pas utilisé en pratique, la rétention est extrêmement faible quand on n'a pas l'occasion d'actualiser des nouvelles connaissances dans les compétences. Donc, dans l'exercice quotidien du travail. Donc, axer vraiment la formation sur des choses qui vont pouvoir s'appliquer rapidement, c'est une raison de plus, non seulement pour être pratique, pragmatique, mais c'est aussi pour l'efficacité de l'apprentissage. C'est très pertinent. J'aurais d'ailleurs une autre question pour vous, Mme Pomerleau. Donc, comment suivre la transformation numérique et offrir un apprentissage en continu dans nos organisations, considérant la capacité et nos ressources là, qui sont quand même assez limitées? Non, je suis tout à fait consciente des capacités limitées et on a tous normalement 35 heures et on en fait souvent plus que ça. Mais tu sais, quand on pense formation, je pense que Bastien et Mathieu l'ont bien démontré tout à l'heure, c'est pas uniquement non plus de la formation plus traditionnelle, c'est aussi via le transfert d'expertise à l'interne, c'est aussi via l'expérimentation à l'interne. C'est tout ça, en fait, qu'il faut comptabiliser, je dirais, dans l'apprentissage qu'on doit faire en continu dans les organisations. Donc, il y a moyen de le faire et il faut se donner la marge de manœuvre pour le faire, je dirais, à travers les défis qu'on rencontre au quotidien. Ouais. Encore une fois, merci beaucoup. Donc, je vais vous donner le mot de la fin. Donc, merci beaucoup à tous. Et chers participants et participantes, nous voici arrivés à la fin de cette première édition de l'événement public numérique hors série et je tiens à vous adresser mes sincères remerciements. Nous espérons que cette première expérience avec les hors-séries vous a plu et vous aura donné envie d'apprendre en continu. Nous aimerions d'ailleurs connaître votre appréciation de ce webinaire ainsi que vos commentaires. Vous trouverez dans l'onglet Q&R un lien vers le sondage de satisfaction. Nous vous serions très reconnaissants de prendre quelques minutes de votre temps pour le remplir. Je tiens à exprimer ma gratitude envers nos conférenciers et nos partenaires, l'Académie de la transformation numérique, le secrétariat du Conseil du Trésor et l'École nationale d'administration publique pour leur contribution précieuse à cet événement. Leurs connaissances et leur expertise ont été essentielles pour offrir des contenus pertinents et de qualité. N'oubliez pas que l'apprentissage ne s'arrête pas ici. Continuez à explorer, à vous former et à développer vos compétences numériques. Les opportunités sont nombreuses et nous sommes là pour vous accompagner dans votre parcours. Au nom de toute l'équipe organisatrice, je vous remercie encore une fois pour votre participation. Nous espérons vous retrouver lors de nos prochains événements. Prenez soin de vous et à très bientôt.